Ben, merci Christelle Edman. On ne présente pas Orange, qui est un des très grands du secteur des télécommunications, un acteur français, européen et africain. Néanmoins, tout géant du secteur que vous êtes, comparé à des acteurs des télécommunications chinois ou américains, les acteurs européens, dont Orange, ont une taille qui est quand même sensiblement plus petite et ont des résultats quand même assez différents qui sont liés en fait à la structure du marché, parce qu'on est sur un marché européen qui est très fragmenté. C'est quelque chose que vous semblez regretter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette situation et pourquoi est-ce qu'elle est potentiellement dommageable pour l'Europe? Alors d'abord, oui, Orange est un leader des télécoms en Europe et en Afrique, mais effectivement, on opère dans les géographies qui sont les nôtres et l'Europe, ce n'est pas un marché unique, c'est une somme de pays. Nos premiers pays, c'est la France et l'Espagne en Europe, et puis ensuite le continent africain dans lequel on opère dans plus de 18 pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie des télécoms, c'est des marchés qui sont locaux, dans lesquels il y a des régulateurs qui sont nationaux. Alors évidemment, les États-Unis ou la Chine ou l'Inde d'ailleurs ont l'avantage de la taille de leur marché. En Europe et néanmoins dans nos marchés télécoms, ce qui compte quand même, c'est la taille critique, parce qu'effectivement, dans des industries qui par nature nécessitent d'investir beaucoup en capitaux dans les infrastructures, Orange a fait le choix d'investir dans les infrastructures très tôt, donc on a des actifs. On a beaucoup d'atouts, on a une trajectoire financière qui s'améliore, mais c'est vrai qu'on est loin derrière en capitalisation boursière des Asiatiques ou des Américains. Bon, c'est une réalité. Cependant, notre taille de leader en Europe, un des trois grands opérateurs européens, nous permet quand même de faire des choses. Et d'ailleurs, entre opérateurs européens, on travaille beaucoup ensemble sur des enjeux d'innovation. Donc il y a effectivement la taille critique. Et là, ce qui compte, c'est d'être le numéro 1 ou le numéro 2 dans les géographies dans lesquelles on est, sur des stratégies convergentes, puisqu'en fait, on a des histoires en opérateur où on est parti du fixe, où on est parti du mobile. Orange a fait le choix de la convergence. Donc on est en train, avec l'acquisition de VOO en Belgique, on est un opérateur convergent dans l'ensemble de nos géographies en Europe. Ça, c'est très important, parce qu'ensuite, on peut bâtir des stratégies qui sont gagnantes sur l'avenir, et puis toujours en se disant comment, effectivement, on génère suffisamment de cash flow pour continuer à investir dans nos infrastructures. Vous rappeliez que l'industrie a besoin d'investir énormément dans ces infrastructures fixes et mobiles. Est-ce qu'on est à un moment particulier de ce point de vue-là? En France, on a vu que la fibre s'était déployée sur tout le territoire quasiment, donc j'imagine qu'on est à la fin de ce cycle-là. La 4G et la 5G, c'est quand même aussi bien entamé. Est-ce que finalement, ce cycle d'investissement, le plus gros est un peu derrière nous en France et en Europe, pour Orange et pour le secteur? Alors c'est vrai que les investissements fibres, le plus gros des investissements est derrière pour un opérateur comme Orange. On a déployé 75% de la fibre. Alors après, on doit encore continuer, et puis les derniers pourcents, évidemment, c'est ceux qui peuvent coûter très cher. Donc on fera jamais du 100% fibre. On utilisera d'autres technologies pour le dernier pourcent ou pour les derniers raccordements. Et puis ensuite, on investit pour raccorder les clients au réseau fibre. Mais le gros des investissements est fait pour nous, que ce soit en France ou en Espagne. Orange a déployé beaucoup, et très en avance d'ailleurs, a déployé plus de fibres que beaucoup de ses concurrents européens. Certains autres marchés européens, par contre, sont encore au début du déploiement de la fibre, l'Allemagne en particulier. Voilà, donc pour nous, effectivement, le gros des investissements est derrière. Maintenant, on est dans des métiers où on a déployé la 2G, la 3G, la 4G. On est en train de continuer à déployer la 5G. La nouvelle vague, elle va plutôt être de décommissionner des technologies. Et donc, effectivement, après la fibre et la 5G, l'enjeu, ça va être de décommissionner le cuivre et de décommissionner la 2G et la 3G, parce qu'aujourd'hui, c'est pas efficace d'opérer 4 réseaux mobiles et 2 réseaux fixes en parallèle. Ce qui veut dire que l'Europe sera au rendez-vous de 2030 et de la société connectée à 1 giga que voulait la Commission européenne? Alors dans les enjeux, effectivement, dans les objectifs politiques de l'Europe, l'enjeu de la connectivité pour tous, fibre et 5G, il y a une question quand même qui se pose, parce qu'aujourd'hui on a un modèle qui n'est pas forcément, en tout cas qui permet pas forcément d'atteindre ces objectifs-là.
parce que les opérateurs sont sous une énorme pression, ne génèrent pas suffisamment de cash flow, enfin de marge en tout cas pour continuer à investir. L'Europe est plutôt en retard sur le déploiement de la 5G par rapport au continent américain ou par rapport à la Chine en particulier. Et puis c'est vrai que le déploiement de la fibre, c'est très capital intensive. Donc on voit des nouveaux fonds d'infrastructure, des acteurs qui viennent investir en complément des opérateurs télécoms dans ces technologies-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'où le débat et la consultation lancée par la Commission européenne du mode de financement des infrastructures du numérique, parce que les infrastructures numériques, ça dépasse le sujet des opérateurs télécoms. Les grands acteurs du web font partie de cet écosystème-là. Il y a un vrai débat sur la capacité pour les opérateurs à continuer à financer des infrastructures qui, pour plus de 50%, dont la valeur est captée par quelques acteurs du web qui sont les fournisseurs de contenu en ligne et qui aujourd'hui ne financent pas ces infrastructures. Donc il y a des vrais débats quand même de soutenabilité du modèle par rapport aux ambitions européennes de connectivité à horizon 2030. Donc, il se pourrait que des acteurs comme Google, Facebook, Amazon, Netflix mettent au pot finalement pour permettre de déployer plus vite ces infrastructures en Europe qui servent essentiellement à consommer leur contenu. C'est ça qui se joue et c'est à quelle échéance ? Alors l'enjeu, d'abord, il y a une consultation européenne, donc il y a un débat public et on est dans des démocraties et donc le débat doit avoir lieu. Ensuite, les dirigeants politiques prendront des décisions. Mais nous, notre proposition, c'est pas de dire que ces acteurs-là doivent mettre au pot à tout prix. C'est qu'il doit y avoir un modèle économique. On est dans un marché des télécoms où on peut pas considérer qu'il y a que le consommateur qui paye et qu'il faut que ces grandes plateformes qui chacune consomment plus de 5% du trafic sur nos réseaux, il faut qu'il y ait un modèle économique avec ces acteurs-là qui soit win-win. C'est-à-dire que soit il y a un modèle de prix qui fait que ces acteurs-là vont intégrer le coût des infrastructures dans leur modèle, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui devons investir dans nos réseaux pour augmenter la capacité, valeur qui n'est captée que par ces acteurs-là. Et donc peut-être que le modèle économique les incitera aussi à coder les vidéos dans des qualités différentes et à mieux adapter finalement leur contenu à la capacité de nos réseaux. Ou alors, effectivement, sinon, ils contribueront économiquement parce que, effectivement, l'accès et la saturation des réseaux mobiles, c'est quelque chose qui nous coûte très cher. En permanence, on investit pour améliorer le débit et la capacité de nos réseaux mobiles pour toujours, et fixes aussi d'ailleurs, mais pour toujours plus de trafic pour ces plateformes. Vous êtes venu à l'IFRI dans le cadre d'un cycle sur la souveraineté européenne. Les télécoms sont des infrastructures essentielles et donc à ce titre-là sont des infrastructures de souveraineté. Il y a la question effectivement de la puissance économique et est-ce que vous avez les moyens d'investir et d'être à la hauteur de la compétition internationale qui se joue dans votre secteur. Il y a aussi des points de vulnérabilité finalement pour ces entreprises de réseau. Quels sont ceux qui vous paraissent particulièrement critiques aujourd'hui et est-ce que l'arrivée de technologies comme la 5G, qui sont des technologies peut-être plus logicielles que ce qu'on avait l'habitude de voir par le passé, change les points de vulnérabilité sur vos réseaux et la façon dont vous abordez ce problème-là ? Alors c'est vrai que nos réseaux, nos services sont absolument critiques. Alors pour les citoyens, pour les entreprises, les administrations, et le Covid est passé par là. Donc c'est vrai que la connectivité est quelque chose dont on a besoin pour la résilience et la continuité d'activité de nos organisations. Alors après, dans les réseaux, on a toujours intégré des enjeux de résilience, que ce soit lié les enjeux d'alimentation en énergie, par exemple, dont on a beaucoup parlé cet hiver, mais ça reste des sujets réels. Donc on est en permanence en train de renforcer la résilience de notre réseau face au changement climatique, face aux, j'allais dire, aux tempêtes, aux inondations. Donc c'est quelque chose qu'on intègre dans nos infrastructures physiques. Et puis évidemment, il y a les enjeux de la résilience plus logicielle. Et là, c'est des enjeux de résilience de supply chain aussi. Donc c'est la diversification de nos fournisseurs. Et puis quand dans certains pays, dans certaines géographies, on nous impose de ne pas travailler avec certains acteurs ou certains fournisseurs, évidemment on applique les règles des géographies dans lesquelles on opère. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde très complexe de technologie avec beaucoup de dépendances. Notre responsabilité numéro 1, c'est la résilience et puis d'être transparent sur les dépendances, en tout cas d'avoir cette compréhension des dépendances qu'on a pour permettre finalement aux décideurs ensuite de prendre les meilleures décisions. Une façon dont, dans les 10 à 20 dernières années,
l'industrie a réussi à surmonter ces questions de dépendance technologique, c'est d'adopter des standards communs pour faire en sorte qu'ensuite tout le monde puisse jouer sur le même terrain de jeu, qu'il y ait une forme de concurrence qui s'exerce, que vous puissiez choisir des fournisseurs différents dont les équipements arrivent à se parler entre eux. C'est quelque chose qui n'est pas si vieux finalement, parce que ça date de la 3G, 4G, peut-être vous saurez m'en dire quelque chose. Aujourd'hui, on a l'impression, en tout cas on entend des discours sur le fait que ce mouvement de standardisation est peut-être arrivé à son paroxysme et on va peut-être repartir dans des directions un peu divergentes. Quel est votre sentiment ? C'est vrai qu'il y a un débat général sur la déglobalisation du monde. En tout cas, c'est sûr que la géopolitique imprègne beaucoup des chaînes de valeur. Non, dans les télécoms, la base de notre métier repose sur l'interopérabilité. L'interopérabilité des réseaux. Donc, on a des accords parce qu'on veut voyager, parce que on doit pouvoir communiquer entre nous, sinon la valeur de nos réseaux s'effondre. Donc, l'interopérabilité est absolument clé. Et puis la standardisation, c'est vrai, le GSM... Il fut un temps pas si lointain, vous le rappeliez. Il fut un temps où en fait on devait changer de téléphone portable quand on allait aux États-Unis parce que l'Europe c'était le GSM et les États-Unis c'était le CDMA. Alors effectivement on est passé outre et aujourd'hui on a des standards qui sont des standards mondiaux. Mais c'est vrai que ça, c'est pas acquis pour toujours parce qu'il y a en permanence des nouvelles innovations, des nouveaux standards sur lesquels après on travaille au niveau de la GSMA, donc qui est une organisation mondiale qui héberge des opérateurs américains, chinois, européens, asiatiques, latino-américains. Donc l'ensemble des opérateurs sont représentés, l'ensemble des acteurs, des fournisseurs. Mais c'est vrai que c'est des sujets de très long terme et sur lesquels il faut être vigilant, puisqu'effectivement, les enjeux d'interopérabilité et de standardisation sont clés à la fois pour la valeur de notre écosystème, mais en même temps, on est dans un monde où la géopolitique est de plus en plus présente, donc c'est vrai qu'il faut être vigilant.